Bien, bonjour. Bonjour à tous. Donc, pour vous présenter le livre, donc on a essayé de s'articuler avec Aurélien. On a écrit ensemble, moi j'ai beaucoup appris en travaillant avec Aurélien, un essai qui est un essai d'écologie, disons qu'on pourrait dire radicale. Et ce terme de radicalité, comme Aurélien le précise, c'est d'aller à la racine des choses. Et on peut faire un parallèle. Je pensais à un article que j'avais vu dans le Monde diplomatique qui appelait à une radicalité sociale par rapport à la radicalité des banques. Et on pourrait faire effectivement le parallèle de dire qu'on appelle à une radicalité écologique par rapport à une radicalité du pouvoir destructeur du système actuel, du système capitaliste. Donc l'idée c'était vraiment autour de la dénonciation de cette situation, c'est également de présenter des mesures, des orientations qui font débat. Et à ce titre-là, je pense qu'il y a un deuxième atelier qui aura lieu demain, et il sera vraiment intéressant, à travers les échanges qu'on pourra avoir aujourd'hui, d'essayer peut-être de mieux préciser peut-être la nature des échanges qu'on pourra avoir demain. Et en terminant en termes d'introduction un petit peu générale, pour nous les écologistes venaient, allons directement à leur identification. C'est d'abord ceux qui ne veulent pas lier la question évidemment écologique à la question sociale. C'est ceux qui veulent parler d'écologie sans du tout parler de politique. Ce sont ceux qui se déclarent être capables de résoudre la crise écologique majeure en ayant un comportement individuel et vertueux. Ceux qui ne veulent pas poser évidemment la question du capitalisme. Donc on ne va pas citer des noms. Je pense que dans le lien entre l'écologie et le social, je reprendrai un peu une phrase écrite par Jacques Généreux dans son dernier ouvrage, La Grande Régression. Il dit, enfin, je n'ai pas la phrase exacte, il dit « Le vert sera la couleur de l'espoir si ce vert s'engage avec le rouge dans les luttes sociales ». Je pense qu'il résume tout à fait bien ce besoin d'articuler l'écologie avec le social. Alors peut-être qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, moi j'avais envie d'essayer de vous présenter un petit peu, comment dire, une sorte de genèse un peu de ce qu'est la crise écologique qu'on dit majeure aujourd'hui, et qui n'est pas une crise qui est nouvelle. Je pense que ce qui est nouveau dans la destruction de la nature par nos activités, et encore faut-il savoir lesquelles, ce qui est vraiment nouveau, c'est l'amplitude de cette destruction aujourd'hui, et surtout son accélération. Donc je pense que c'est le fait que la dégradation de l'environnement n'est pas un fait nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est véritablement l'amplitude et l'accélération. Alors, si on veut repartir dans une certaine chronologie, on peut dire que la grande évolution dans l'histoire de l'humanité, elle remonte à 10 000 ans avec la révolution du néolithique, qui correspond en fait à une période climatique qui devient favorable et qui va permettre l'émergence de l'agriculture, de l'élevage, et on voit apparaître les premières grandes civilisations. Donc, à partir de ce moment-là, les liens entre l'homme et la nature vont commencer à apparaître, et donc des tensions vont apparaître. Les tensions vont apparaître d'abord parce que l'homme va être forcé de s'adapter à son environnement par rapport au climat, par rapport à la végétation, par rapport aux animaux, et donc il y a toute une grande période où les sociétés humaines n'ont pas tellement intérêt à s'écarter de leur équilibre qui est assez fragile, sans risquer de tout remettre en cause. Et puis on voit une évolution qui apparaît bien avant l'industrialisation, qui fait que l'homme a besoin de s'installer et commence à avoir un effet de prédation sur la nature, de modification de la nature qui devient très important. Et je pense que l'aspect le plus important, c'est la déforestation.
pour permettre l'agriculture, pour permettre l'élevage. Donc voilà, déjà le genre humain s'insère dans le contexte naturel et le modifie. Et en fait, il y a une première grande rupture qui intervient au moment de la Renaissance avec l'avènement du capitalisme et qui va prendre toute son extension au moment de la révolution industrielle au XIXe siècle. Alors, révolution industrielle, on pourrait dire plutôt révolution thermo-industrielle, parce qu'on assiste à partir de ce moment-là à un déstockage des énergies fossiles, essentiellement le charbon, le pétrole, etc., et le gaz. Et donc là, on a un basculement qui se fait, qui est un basculement physique, mais également un basculement mental, culturel. C'est-à-dire que on a auparavant un lien entre l'homme et la nature, une dépendance, voire une solidarité, et là, on va commencer à basculer sur un sentiment de domination de l'homme sur la nature. Je pense que cet élément-là va apparaître, et quand on regarde un petit peu des écrits, donc pour vous montrer qu'on n'est pas dans une phase aujourd'hui tout à fait nouvelle, j'ai trouvé une phrase, par exemple, d'un géographe, Charles Flahault, qui, au début du XXe siècle, dit « La forêt est traitée presque partout de manière barbare ». Donc on voit bien qu'il y a un pouvoir extrêmement destructeur de la nature qui se joue sur la végétation, mais également sur les animaux. On extermine des éléphants, des phoques, pensez à la destruction des bisons américains sur les grandes plaines des États-Unis, qui est assez extraordinaire. Et là, on voit apparaître à cette époque déjà des sociétés d'action autour de la destruction des bisons américains. Et on peut se dire que déjà la valeur d'échange devient plus importante que la valeur d'usage. Donc il y a un basculement qui se fait au XXe siècle, au XIXe siècle, et on peut dire que ce n'est pas du tout un hasard, puisqu'on parle d'écologie, que c'est à la même période, à peu près au milieu du XIXe siècle, qu'on a une analyse évidemment de Karl Marx sur le système capitaliste, et qu'en même temps naît ce terme d'écologie qui apparaît vraiment au milieu du XIXe siècle. Alors, donc vous voyez qu'il y a cette évolution, et je pense qu'il y a un seuil qui est franchi à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, par le fait qu'on a une dégradation de l'environnement qui s'accélère, qui devient un fait de civilisation, et qui donc s'aggrave par l'amplitude et l'accélération. Et d'une certaine manière, peu à peu, l'appareil productif qui est destructeur de la nature s'étend à une échelle mondiale, et parallèlement, on peut voir qu'il y a une forme d'unification écologique du monde. On regarde les problèmes, on regarde les problèmes d'une manière globale à l'échelle planétaire à la fin du XXe siècle. Donc il y a une évolution véritablement qui est logique. Et la prise de conscience, comment dire, politique de cette dégradation de l'environnement est relativement très récente. Elle date d'une quarantaine d'années, puisque le premier sommet mondial sur les questions de l'environnement date de 1972 à la conférence de Stockholm, et que c'est cette même année que la France se dote d'un premier ministère de l'environnement. Donc on voit que sur une quarantaine d'années, on est sur quelque chose qui est très récent. Alors, peut-être, ce que j'ai pris simplement, parce qu'il y a différents problèmes, il y a évidemment la question climatique, donc c'est cette question-là que j'aimerais voir avec vous, parce qu'elle va déboucher sur des choix de société qui sont assez drastiques. On pourrait prendre l'érosion de la biodiversité, qui est peut-être une approche tout aussi inquiétante, peut-être un petit peu plus complexe. Bon, je prendrai l'exemple du climat. Le climat sur la Terre, je ne veux pas faire un développement rapide autour de cette question-là, est conditionné par les gaz à effet de serre, et que c'est l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre qui modifie la concentration de ces gaz
dans l'atmosphère qui vont amplifier, qui vont augmenter, qui vont générer le réchauffement de la température. En même temps, il y a un point qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que le système Terre, au niveau des océans, ça je connais un peu mieux, et au niveau de la végétation, ont une capacité d'absorber une large partie des émissions de gaz carbonique dans l'atmosphère. Donc en fait, le réchauffement climatique va dépendre à la fois des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, donc il faut jouer sur ces émissions, il faut les réduire, mais également il ne faut pas trop jouer sur la végétation, notamment sur les problèmes de déforestation, qui ont une capacité d'absorber ce gaz carbonique. Et donc on a ces deux éléments qui jouent dans l'évolution du climat. Alors, quelles sont les observations et les prévisions qu'on peut faire? Alors, je sors du climat des orientations défendues par Claude Allègre en termes de climato-sceptique. Bon, Aurélien et moi-même, on ne sommes pas climatologues, hein, on l'a dit au début de l'ouvrage. Par contre, on a fait confiance à nos scientifiques et à cette expertise scientifique. Donc, on est resté sur ce domaine-là. Et d'ailleurs, Claude Allègre a eu un démenti de la part de l'Académie des sciences dernièrement, suite à la plainte déposée par un ensemble de la communauté scientifique française, uniquement des climatologues, qui se réclamaient comme tels. Et il y a eu un débat à l'Académie des sciences. D'ailleurs, on peut, en septembre, on peut quand même regretter qu'un tel débat se soit fait à huis clos. On pense qu'un tel débat, l'Académie des sciences a vocation à faire connaître l'activité scientifique dans la société, et autour d'un tel débat, le faire à huis clos, ça interpelle. Bon, c'est juste une remarque. Alors, en termes d'observation et de prévision, la variation naturelle, c'est de l'ordre à peu près d'un dixième de degré par siècle. Bon, un dixième. Le XXe siècle, c'est l'observation, là, on est à 0,7 degrés. Donc, on est dans une phase d'accélération. Le XXIe siècle, on est dans l'ordre des prévisions. Donc on fait tourner des modèles, on fait à partir de différents scénarios, et on est sur une gamme entre 1,1 et plus de 6 degrés, avec une valeur probable de 3 degrés. Donc voilà un petit peu des chiffres de calage. Donc gardons en mémoire cette moyenne de 3 degrés. Donc vous voyez que le phénomène d'accélération par rapport à la variation naturelle, c'est une accélération d'un facteur 30. Donc on peut se poser la question, est-ce que la nature est capable de subir un tel choc? Mais simplement sur ces prévisions, ces observations, ces prévisions, quels sont les seuils qui ont été jugés dangereux? Eh bien, ce qu'on appelle cette expertise collective qui est le GIEC dit, nous on considère que c'est 2 degrés. Au-delà de 2 degrés, on ne sait pas très bien ce qui va se passer et les conséquences peuvent être extrêmement importantes. Ce seuil de 2 degrés a été accepté par la communauté internationale, enfin par les dirigeants au sommet de Copenhague. Ils l'ont admis auparavant, c'était un chiffre qui courait, mais il n'avait pas été entériné. Copenhague, malgré tout, a entériné ce chiffre de 2 degrés dans l'accord de Copenhague, mais qui représente uniquement les pays les plus industrialisés, les plus puissants en fait. Les pays les plus vulnérables ont dit non, nous, c'est pas 2 degrés, c'est 1,5 degré qu'on souhaiterait considérer comme un seuil dangereux, notamment pour les pays africains, notamment pour les pays insulaires du Pacifique qui risquent de voir leur territoire disparaître avec l'élévation du niveau de la mer. Suite à le sommet de Copenhague, il y a eu en Bolivie la déclaration de Cochabamba qui a eu lieu au mois d'avril et qui donne un autre seuil qui est simplement de 1 degré. Donc en fait on a déjà dépassé ce seuil, mais donc vous voyez, en fait on a des seuils qui ne sont pas les mêmes de 1,5